Bonjour à tous, bienvenue dans le Jura. Je suis moniteur de ski, je m'appelle Loïc et je vais vous emmener aujourd'hui à la découverte d'un itinéraire qu'on appelle la GTJ, la Grande Traversée du Jura. Donc c'est un itinéraire qui va vous faire découvrir l'ensemble du massif, qui va vous faire traverser 3 départements différents, le Doubs, le Jura et l'Ain, et vous allez découvrir les plus belles pistes de ski de fond du massif jurassien. Au sommaire de cette émission spéciale, nous profiterons du parcours de la GTJ pour découvrir le métier de tavaillonneur, séquence technique avec Loïc pour progresser en ski alternatif, puis nous rencontrerons en fin d'émission le dernier passeur de la région, sans oublier toutes les infos et conseils pour mieux comprendre le territoire jurassien. Bonjour à tous, ça va? Vous êtes bien arrivés dans le Jura? Ouais. Alors aujourd'hui, ce qui est prévu, donc, c'est de partir en skating déjà. Bâtons aussi adaptés à la technique de skating, donc des bâtons un petit peu plus longs. Cette activité est là pour découvrir le patrimoine de notre région. Donc aussi bien naturel et humain. On n'est pas là pour bouffer des kilomètres dans la journée, donc l'objectif c'est vraiment de découvrir le patrimoine. Après, ce qui est essentiel, c'est un petit rechange aussi pour le midi. Ça c'est important, vous allez voir, on va peut-être transpirer un petit peu. Donc dès qu'on arrive à midi, direct, la première chose que vous faites, hop, vous enlevez votre sous-couche et puis vous changez votre petit HH ou votre petit sous-vêtement. D'accord? Ça joue pour tout le monde? Vous êtes prêts pour l'aventure? Ouais? On y va? Eh ben allez, c'est parti! Le Jura, c'est pas très compliqué géologiquement. On est sur un massif calcaire qui s'est déposé essentiellement au Jurassique. 150 millions d'années en milieu marin, le calcaire se dépose. Après, au moment où l'Afrique se rapproche de l'Europe, qu'on a les deux plaques qui se rencontrent, les Alpes se développent et le contre-coup des Alpes, c'est ce massif jurassien en arc de cercle qui se plissote tranquillement. Avec les zones de montagne, c'est les anticlinaux, c'est le haut du pli. Et les grandes zones de vallée, c'est les synclinaux, les endroits où il y a les rivières, donc la vallée de l'Orbe et la vallée du Doubs. Et la GTJ, finalement, elle, ce qu'elle utilise, c'est ces successions de grandes vallées, de grands plateaux qui sont issus de ces plissotements. Ils sont tous orientés dans le même sens et c'est ces grandes zones plates liées à ces plis qui sont très réguliers par rapport aux Alpes où on a eu beaucoup plus d'activités, beaucoup plus de cassures. Là, c'est des grands plis réguliers qui font des grands plateaux et des grandes vallées successives. Voilà, donc là on arrive à la Bord de Lyon. Je vous propose de faire une petite pause, d'accord? Là, toute la montée qu'on vient de faire, c'est une route l'été. Donc l'été, c'est accessible en voiture, mais l'hiver, cette route, voilà, elle est fermée, c'est les pistes qui empruntent cette route. C'est un des rares secteurs d'ailleurs dans le Jura où il y a autant de maisons isolées qui sont encore habitées aujourd'hui. Certains villages comme la Pesse, comme Chapelle-les-Bois, il y a même des enfants qui ont la piste de ski de fond qui passe derrière chez eux, ils ont vite fait de mettre les skis et d'aller en ski de fond à l'école. C'est un plaisir pour eux. Avant c'était peut-être pas toujours un plaisir parce que quand vous devez faire 5 km de ski dans la poudreuse, sans piste damée pour aller à l'école avec des skis en bois qui ne glissent pas, je pense que ça devait être difficile certains matins. J'ai une barre. Donc juste derrière vous, là, vous avez la borne au lion. La borne au lion qui a été posée en 1613 et qui délimitait, en fait, on l'appelait aussi la borne des 3 empires, qui délimitait le duché de Savoie, la Franche-Comté puis le royaume de France. Et bien sûr, aujourd'hui, elle délimite la frontière entre l'Ain et le Jura, donc la région Rhône-Alpes et la région Franche-Comté. Voilà, évitez de fixer vos skis, regardez bien le haut de la bosse. On fait une propulsion de bras. Voilà. Alors ce qui est bien important dans ce pas-là, si on parle un peu technique, c'est de regrouper vos pieds entre chaque pas. D'accord? Ça marque bien votre transfert. Allez, on propulse loin.
moins on va avoir d'amplitude et plus on va mettre de rythme quand on skie. D'accord? On va économiser de l'énergie en mettant plus de rythme plutôt que de l'amplitude dans nos pas. D'accord? Donc on va glisser un petit peu moins longtemps. On va faire des plus petits pas, plus fréquents. Voilà, donc là on arrive juste en haut de la combe de Malatray, juste à côté de la ferme de Malatray. Donc là il y a une super belle descente. Donc faites-vous plaisir dans la descente, admirez les beaux paysages. Allez, c'est parti, on y va! Hop. Juste devant nous là-bas, ce gros frêne, donc c'est un frêne, le gros arbre qui est juste à côté de la maison. C'était l'ancêtre du paratonnerre. Hein. La plupart des gens gardaient souvent un gros frêne, vous regarderez, mais là, encore beaucoup de maisons, d'anciennes maisons qu'on va croiser, possèdent encore ce gros frêne à une dizaine, voire une cinquantaine de mètres de la maison, qui était plus haut que la maison et qui protégeait la maison de la foudre. Quand vous faites de l'itinérance sur des journées ou sur plusieurs jours, essayez toujours dans la matinée de faire minimum la moitié, voire l'idéal plus que la moitié. Déjà c'est dur de repartir des fois avec le repas, donc vous êtes plus tranquille l'après-midi. Si vous avez des petits soucis l'après-midi, vous avez le temps de gérer avant d'arriver à l'hébergement. Dans le Jura on dit toujours talon libre, esprit libre. C'est-à-dire en ski de fond on a toujours le talon libre, en ski de randonnée nordique on a toujours le talon libre, raquette et télémarque, c'est toutes des activités nordiques. Voilà. Donc on a souvent l'esprit libre aussi. Salut Robert! Salut Loïc, Ça va? et toi? Ouais. Vous vous promenez par là? Bah déjà, on est au pied d'une belle maison ici. Est-ce que c'est toi qui a rénové cette façade en Tavaillon? Oui, c'est moi qui l'ai fait il y a à peu près une quinzaine d'années, cette façade-là. Donc les Tavaillons sont bien devenus gris. En ensemble, ils sont plutôt encore ils sont en bon état. Normalement, ils sont faits pour durer une centaine d'années. Donc ce serait dommage qu'à ce moment-là, ils soient déjà abîmés. Est-ce que tu pourrais nous raconter déjà un petit peu de quoi est fait ce Tavaillon? Un Tavaillon, en fait, c'est une tuile en bois fendu. Pour qu'un Tavaillon dure longtemps, il faut d'abord une bonne matière première, donc ces fameux épicéas qui ont entre 200 et 300 ans globalement, qu'on trouve en forêt d'altitude. Ensuite, il faut absolument que le bois soit fendu, il ne doit pas être scié. Si le bois était scié, on n'aurait pas ce système justement de veines, ça fait des espèces de micro-chenaux sur lesquels l'eau elle circule, voyez. Il faut donc qu'on ait une circulation d'air derrière les Tavaillons pour que l'air traverse en fait les Tavaillons. Parce que le Tavaillon est étanche à l'eau, il y a 3 couches, mais il n'est pas étanche à l'air. Et s'il n'y avait pas cette circulation d'air, on aurait un phénomène de pourrissement. Alors que là, justement, on n'a qu'un phénomène d'érosion. C'est-à-dire qu'au bout d'une centaine d'années, il manque quasiment une couche du Tavaillon. Il est usé, mais il n'est pas pourri. Donc ces maisons, elles sont construites un petit peu bizarrement. C'est-à-dire qu'au moment de leur construction, on construit le toit avant de construire les murs. C'est-à-dire qu'on a une charpente sur colonne, on construit le toit. Une fois que le toit est construit, eh bien, on creuse la citerne et on prend en fait l'eau du toit pour aller, bien sûr, pour remplir la citerne. Et avec l'eau de la citerne et le four à chaud, on peut commencer à construire les murs de la maison. Et les murs sont construits avec des pierres, des moellons qui sont assemblés avec cette chaux justement qu'on fabrique sur place. Et puis, elle a quand même tendance à se dégrader assez rapidement. Alors, pour éviter qu'elle se dégrade trop rapidement, eh bien, on protège les murs sud-sud-ouest qui sont orientés à la pluie avec un bardage. Et anciennement, donc, on utilisait uniquement du Tavaillon. Comment on devient un Tavaillonneur? Est-ce qu'on doit suivre une formation? Est-ce qu'on doit aller à l'école pour ça? Alors, l'idéal pour apprendre le métier, c'est d'abord de commencer par aller à l'école, apprendre le métier de charpentier, aller en forêt avec des bûcherons, et puis ensuite, eh bien, c'est en Tavaillonnant qu'on devient Tavaillonneur.
Quand j'ai fini une façade, je sais d'où vient le bois déjà, je sais à peu près de quel endroit de la forêt ça passe. Quand on la commence, en fait, on met quelques rangs, ça ne ressemble pas à grand chose. Et une fois qu'on a fini, surtout quand elle est toute neuve, qu'elle est toute blanche, et puis ça a de l'allure, quoi. Donc on est quand même relativement fiers d'avoir fait ça. Après, la fierté, elle vient aussi par le fait que, en principe, ça dure une centaine d'années. Alors quand on repasse régulièrement, on regarde comment ça se comporte. Et puis chaque fois qu'on voit que ça se comporte bien, on pourrait dire que je suis vraiment content. Merci pour toutes ces infos. Il n'y a pas de quoi. Et puis une prochaine, on va continuer notre route. On a encore un petit bout de chemin avant de rejoindre. On va jusqu'au chalet Gaillard ce soir. Merci Robert. Au revoir. Au revoir. On attaque. Allez, on attaque en même temps. Ouais, c'est bon, on y est là. Faites passer vos assiettes les gars. Vous savez. Bizarrement vous allez vachement plus vite qu'en ski quand on vous demande vos assiettes. C'est bon? Bon app, hein? Vous connaissez ce que vous mangez? Vous savez ce que vous mangez? Non? La saucisse. Saucisse de Morteau. Morteau c'est saucisse fumée, d'accord? Plus longtemps que la Montbéliard. En traditionnel, on fume la Morteau entre 18 et 20 jours. On lance, en fait, on fait une fois du feu par jour. Et la viande fume, elle réessuie, et on refait ça pendant 18 jours. Ouais. Il faut savoir que la GTJ Ski de Fond fait 180 km dans son intégralité. Alors, ce qui est intéressant le long de cette GTJ, c'est que donc déjà, elle a été créée en 78, donc c'est très vieux. Donc l'association de la GTJ a été créée à ce moment-là aussi. Alors l'association a réussi à créer un réseau d'hébergeurs. Donc il y a à peu près 170 hébergeurs qui sont adhérents de la GTJ et qui vous permettent donc de vous arrêter régulièrement le long de la GTJ. Et puis il faut savoir aussi que si vous pratiquez d'autres activités de plein air, il existe d'autres GTJ. Donc en hiver, il existe la GTJ raquette aussi. Donc elle ne fait pas tout à fait le même parcours, mais elle est un petit peu plus courte, elle fait 150 km. Et puis après, en été, vous avez beaucoup plus de GTJ. Hein. Il y a la pédestre, qui elle est assez longue, elle fait plus de 400 km. Vous avez la VTT. La VTT, c'est une des plus anciennes aussi, elle a été créée en 92, hein, après celle en ski de fond. Très bien balisée. Donc la GTJ VTT, si vous êtes intéressé, elle part de Mandeur. Donc c'est dans le pays de Montbéliard, dans le département du Doubs. Et elle rejoint le plateau du plan d'automne, près du plateau du Rotor, près d'Hauteville. Celle-là, elle fait 380 km, il y a un paquet de dénivelé quand même, hein. Il y a des belles bosses à passer, mais elle est vraiment magnifique, quoi. Et puis après, depuis peu, il y a une GTJ qui s'est créée en vélo de route, d'accord, en cyclotourisme. L'intérêt d'avoir balisé une GTJ cyclo, c'est justement d'emmener les gens à découvrir d'autres routes que les routes les plus fréquentées. Ça nécessite un topo guide, mais on s'oriente beaucoup plus facilement avec ce balisage. La dernière GTJ qui a été créée dans les années 2010, je crois, environ 2012, c'est la GTJ à cheval, et qui parcourt, elle, 500 km en partant du nord pour arriver au sud. Elle descend beaucoup plus bas en direction du Revermont, là où sont produits tous les fameux vins du Jura, vous devez connaître. Donc elle passe pas très loin d'Arbois, elle va passer près de Baume-les-Messieurs, donc des endroits qui sont quand même connus et intéressants touristiquement. Et puis voilà, toutes les GTJ ont un petit topo guide. Bon, vous avez bien dormi? Bien récupéré? Ouais. Alors aujourd'hui, on va déjà changer de technique. On part avec des skis classiques, comme vous l'avez vu. On a changé les skis, les chaussures, les bâtons. On va partir pour une vingtaine de kilomètres aujourd'hui en direction du nord. Et on arrive aujourd'hui dans le département du Doubs.
Et on va rester sur ce territoire jusqu'à la fin de notre itinéraire. L'intérêt là aujourd'hui, c'est de découvrir une autre technique, sachant que l'itinéraire nous permet aussi de skier en classique, vu qu'il est tracé aussi bien en skating qu'en classique avec des rails sur toute sa longueur. Voilà. Vous êtes prêts? Prêts à chausser? On est parti? Eh bien allez, go! Bon, je vous propose de faire une petite pause et puis de vous apporter 2-3 conseils techniques. Juste prendre un petit coup les bases du classique. C'est un petit peu différent du skating, même s'il y a beaucoup de points communs. Je vous expliquerai 2-3 pas. Il y a différents pas aussi en classique, comme en skating. On a différents pas selon le terrain. Donc voilà, on va voir un petit peu tout ça. Alors voilà, on a posé les bâtons. Donc au niveau de votre posture, essayez de rester bien redressé. D'accord ? De ne pas vous casser en avant. Les bras, vous les laissez balancer naturellement le long du corps. Okay. Ne vous crispez pas au niveau des épaules. Il faut rester bien relâché. Vous êtes en mode balade là. Le seul petit conseil que je vais vous donner pour l'instant, c'est d'essayer d'avancer vos appuis plutôt que de pousser derrière. C'est-à-dire avec votre pied, vous n'allez pas chercher à pousser derrière. Okay. Vous allez plutôt chercher à avancer le genou de l'autre jambe. D'accord ? Voilà. Essaye d'avancer plus ton genou. En plus le temps de glisser. Allez, loin devant, loin devant. Voilà. Tac, tac, tac. On vient chercher bien vers l'avant. Imagine, tu as un ballon de foot devant que tu veux shooter dedans avec ton genou. Alors, on va rajouter les bâtons. Petite difficulté, des fois, dès qu'on rajoute les bâtons, on se mélange un peu les pinceaux. Essayez de rester le plus naturel possible, de penser un petit peu à ce qu'on a dit au niveau du bas, au niveau des jambes. Et puis au niveau des bâtons, évitez de rester derrière avec vos bâtons. D'accord ? Essayez de ramener un petit peu vos mains vers l'avant. Ok ? De ne pas planter trop derrière. On entend souvent les gens dire pousse sur tes bâtons, pousse sur tes bâtons. Mais finalement, on fait surtout une traction. D'accord ? Donc on vient planter son bâton vers l'avant. On ne laisse pas traîner sa main derrière comme ça. D'accord ? Sinon, on reste penché vers l'avant. L'engagement vers l'avant, les genoux, et puis un peu le transfert du poids du corps aussi. Comme quoi, mon poids du corps, il ne reste pas sur une seule jambe. D'accord ? Voilà, et relâchez-vous au niveau des épaules, soyez pas crispés, soyez pas crispés. Faut relâcher un petit peu les bras derrière. On est sur un plat, on peut avoir des pas qui sont assez longs, pas mal d'amplitude. Voilà, c'est pas mal ça. Donc voilà, cette petite partie technique, on a pu voir un petit peu les bases, que vous soyez un petit peu plus à l'aise. Économiser aussi un petit peu d'énergie sur des petites journées comme ça avec un sac à dos. C'est quand même assez agréable d'être un petit peu plus à l'aise sur les skis. On est reparti, on va prendre un petit coup les sacs, et puis on va encore faire une petite heure là, de ski avant de se poser pour le pique-nique du midi. Donc aujourd'hui l'agriculture est encore bien présente sur le deuxième plateau, le deuxième plateau du Jura, donc dans le secteur du Haut-Jura. Donc on a pas mal d'agriculture qui tourne autour du comté, un des plus gros AOP de France, même le plus gros en produits laitiers. Et donc la transhumance, c'est tout le temps à la même période ou est-ce que ça change ? C'est pas forcément toujours à la même période. Nous on ne parle pas vraiment de transhumance ici parce que les bêtes on les monte en début de saison, elles vont rester sur ce secteur-là tout l'été. On va tourner dans des parcs qui sont à peu près à la même altitude, toujours en fonction de la pousse de l'herbe, mais on ne suit pas l'évolution de la nature comme on peut le faire dans les Alpes.
Bonjour Monsieur Bouvray. Bonjour, Ça va? ça va? Vous êtes en Bonjour. forme? Ça va, et vous? Ça va, oui. Ça va, ça va. Ça va. Voilà, je vous Bonjour. présente la petite équipe. Donc, on est sur un petit séjour en ski de fond sur la GTJ. Oui, ça, c'est Et bien. puis on en profite du coup, La neige est comme bonne. je leur avais promis, de passer vous voir. Donc du coup, vous avez été passeur pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, oui, on a passé pas mal de gens. Oui. C'est où il y a eu le plus de passages, parce qu'il y a eu pas mal de passages sur Chapelle, il y en a eu un petit peu tout le long là, mais ici c'est un lieu où il y a eu le plus de passages, parce que comme on passait toujours de nuit, eh bien, on se donnait rendez-vous déjà à la ferme là, puis on partait, il y a une petite porte derrière la maison, pour ne pas sortir par devant, parce que les Allemands patrouillaient sur le long de la route, mais des fois, quand on repérait que les Allemands avaient patrouillé, parce qu'on reconnaissait bien leurs pas. Au talon, ils avaient on appelait ça les fers d'âne. Ils avaient un talon ferré en forme d'un fer d'âne. Ils marquaient bien quand ils passaient sur les sentiers. Si jamais on repérait ça, ben on était quelque temps qu'on changeait de passage. On passait soit un petit peu plus loin là-bas, ou même un peu plus loin là. Oui. L'hiver, c'était pas encore plus dangereux que l'été, vu qu'on voyait quand même pas mal vos pas, vos traces, toutes les empreintes. Non, on s'arrangeait. De temps en temps, on faisait quand même des fausses traces. On quittait leur piste, on montait un bon bout dans le bois, puis on redescendait plus loin. Alors les premiers coups qu'ils voyaient ces pistes, ils allaient voir. Puis après, ben, comme ils savaient que ça redescendait, après ils n'allaient plus voir. Alors ça nous permettait de faire des traces. Seulement ce qu'il y avait des fois, c'est qu'il neigeait pendant qu'on était en Suisse. Des fois, il tombait 10-20 cm de neige. Puis quand on revenait, il n'y avait plus de traces. Alors il fallait vite se lever le matin pour aller en refaire 2 ou 3 pour brouiller les pistes. Donc vous passiez toujours la nuit. Et puis comment vous organisiez dans un groupe? Vous mettiez toujours un passeur devant, un passeur derrière, puis la famille au milieu? Ou il y avait des stratégies un peu ça dépend qui on était. Quand on a eu passé des familles de juifs où il y avait une dizaine de personnes, puis les juifs, ils avaient des bagages toujours. Alors on était 5 pour porter leurs bagages, pour les passer. On a passé des petits gamins de 2 ans, 3 ans. On les a passés. On est parti de la ferme là-bas avec les gamins. On était 2 pour porter les gamins. Les gamins sur nos épaules. On parlait très peu. D'abord, ils parlaient très peu. D'abord, ils ne nous connaissaient pas. C'était de nuit. Oui, ils avaient peur, quoi. Ça se comprend. Hein. Il ne fallait pas faire rouler les pierres. Il fallait toujours parler aux gamins pour pas qu'ils pleurent. Seulement c'était dangereux de nuit parce que de nuit les Allemands tiraient sans sommation. Ils nous auraient vus depuis là-bas, ils nous tiraient dessus s'ils nous voyaient monter là. Ils tiraient de nuit. Surtout dans cette zone-là, c'était la zone la plus dangereuse, c'était la zone de patrouille des Allemands. Alors là on en avait un peu bavé quand même. Hein. Mais je me suis pas fait ramasser sur le terrain, je me suis fait arrêter à la maison. Hein. À la fin de nos périples, on a fait 2 mois de cellule à Dijon, et après, le jour du débarquement, ils nous ont embarqués pour Dachau. D'accord. Et puis vous avez été libérés par les Américains? On a été libérés par les Américains le 30 avril 1944. Un an après. Un an après. Et bien voilà, nous voilà arrivés au bout de notre petite périple. Donc c'est un petit site qui se trouve juste au-dessus de Mout. Donc j'espère que cette petite portion de la GTJ vous a plu. Ouais. Donc bien sûr, il faut bien vous dire que vous avez découvert qu'une petite partie de la GTJ. Sur l'ensemble de son parcours, hein, elle fait un peu plus de 185 km. Et donc l'association de la GTJ vous aide aussi à organiser un petit peu vos séjours et vous propose de la faire en 4 jours si vous êtes vraiment des costauds. Jusqu'à 10 jours pour parcourir l'ensemble de la GTJ. Voilà, j'espère que ce petit séjour vous a plu. On espère en tout cas vous revoir bientôt dans le massif du Jura, puis sans doute bientôt sur la GTJ alors. Ouais. Merci à vous. Moi j'ai toujours aimé l'itinérance, donc en vélo plus particulièrement, et là le fait de le faire en ski ça m'a vraiment plu. On passe par des paysages qui sont assez variés, assez nature. C'est des pistes et des paysages super sympas. Le fait de ne pas faire de boucle, en fait, de traverser toute une région, de découvrir tous les paysages au passage, j'ai vraiment trouvé ça très sympa.
C'est un effort physique, mais un bon effort physique, on va dire. Ça vaut le coup. On n'est pas obligé d'en faire trop par jour non plus, donc on peut aller à son rythme et se faire plaisir, je pense. Ouais. Nous, on se fait plaisir.